C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le candidat numéro 3, Ange Radzouelne, s'est exprimé hier sur France 24 et RFI. Il a affirmé que la collective des candidats cherche à empêcher la tenue de l'élection. Il a également souligné que l'ancien président du Sénat n'a pas fait objet de menaces, l'obligeant à renoncer à être président par intérim. Lors de cette interview, le candidat Ange Radzouelne a admis l'utilisation du logiciel Predator, mais c'est pour se protéger des dangers intérieurs et extérieurs, a-t-il rajouté. Les détails avec Judicaël Rangenerin. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, Ange Radzouelne, candidat numéro 3, a accordé une interview aux journalistes de RFI et de France 24 hier. Concernant les manifestations du collectif des candidats, le candidat numéro 3 affirme que ces derniers ne veulent pas la tenue de l'élection, mais une transition durant laquelle ils auront un poste de ministre. La démocratie, c'est la population qui choisit celui qui doit diriger en fait un pays, diriger un pays. L'opposition cherche par tous les voies et moyens pour empêcher la tenue des élections, car ils savent pertinemment que je serai élu et la réalité sur le terrain le démontre. Aujourd'hui, ce qui se passe, la date des élections, les dates ont été déjà arrêtées, les candidats ont été publiés par la Haute Cour constitutionnelle, mais malheureusement, force est de constater que les autres candidats, ils ne veulent pas, justement, ils veulent confisquer ce choix du peuple pour aller vers les élections. Les candidats, ils peuvent s'exprimer, ils ont le droit justement de tenir des meetings dans le cadre de la campagne électorale. Je tiens à vous dire aujourd'hui que l'opposition essaye justement de manœuvrer pour qu'il n'y ait pas des élections, pour aller vers une transition. Et ce sont ces pratiques politiques justement qui ont détruit le pays depuis des décennies. Et je tiens juste à vous dire que suivant l'article 10 de la Constitution, les libertés d'opinion et d'expression, de réunion, de circulation sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que sur le respect des libertés, des droits d'autrui. Aujourd'hui, l'opposition, ils essayent justement d'entraver le processus électoral. Et c'est pour cette raison que je condamne fermement toute action qui tend à diviser les Malagasy, car Madagascar a besoin d'un leader, d'un homme d'État qui rassemble, qui unit le peuple et toutes les régions et fédère les forces armées. On n'a plus besoin de crise politique à Madagascar qui divise les Malagasy. Nous avons besoin de paix et de stabilité. Les journalistes étrangers ont également évoqué la nationalité française de Ange Radzouelne. Il a réitéré qu'il l'a obtenue en 2014 et qu'il ne l'a pas divulguée. D'ailleurs, lors de la présidentielle de 2018, il avait déjà une double nationalité. Vous savez, le débat est clos là-dessus. La binationalité est acceptée par le Code de nationalité malagasy. Les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité française. L'opposition, comme je disais, il cherche par tous les voies et moyens pour empêcher les élections et essaye de trouver des arguments. Et là-dessus, j'aimerais vous dire que le débat était clos parce que la Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision arrêtant la liste des candidats et aucun décret déclarant la perte de nationalité malagasy en application de l'article 42 n'a été pris depuis son application. Donc, aujourd'hui, ce débat est clos, mais c'est un argument avancé justement par l'opposition qui ne tient pas debout. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, il y a plusieurs chefs d'État qui ont d'autres nationalités, à l'image aujourd'hui de Simon Peres, qui est l'ancien président israélien qui était d'origine polonaise, le président Sarkozy, il est d'origine hongroise, le président Barack Obama, il est d'origine kenyan. Et à Madagascar, ce sont ces politiciens aujourd'hui qui posent problème sur ce sujet, mais la population malagasy ne pose aucun problème sur cette question de binationalité. Le désistement de l'ancien président du Sénat a également été évoqué. Ce n'est pas du tout dans notre méthode de forcer les gens. Nous avons notre parti politique, nous avons notre ligne et notre vision par rapport à la gestion de la nation. Nous, on a dit par rapport à cette organisation
c'était de son plein gré. Et d'ailleurs, le président du Sénat, il a fait une déclaration avec les sénateurs. Il n'y avait pas du tout de forcing. Donc, il a fait une déclaration, il a accepté. Vous savez, parfois, le pouvoir corrompt. Le pouvoir change les gens. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, tout le monde voudrait être à ma place. Et c'est pour cette raison qu'il y a des divisions au sein, et je l'accepte, au sein de notre parti aujourd'hui. Il y a une guerre fratricide de succession pendant cette période où je ne suis pas à la tête de l'État. Quand l'ancien président sortant aussi, il était candidat, il y avait eu une organisation dans leur parti. Il y avait eu le président du Sénat était un grand juriste, mais ça a été remplacé par le secrétaire général du parti de l'ancien président, mais on n'a pas du tout posé un problème là-dessus. C'est une affaire interne de notre parti politique et les autres partis, ils n'ont pas du tout, aucunement, interféré dans l'organisation de notre parti. Le candidat numéro 3 a admis lors de cette interview que Madagascar utilise le logiciel Predator, mais pour une bonne cause. Nous faisons, c'est dans un cadre légal. J'aimerais vraiment vous le dire. Notre objectif, c'est justement de pouvoir éradiquer et démanteler tout ce qui est réseau de corruption, mais surtout, nous avons démantelé le réseau de kidnapping à Madagascar, comme vous le savez. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, même en Israël, prouve que chaque État a besoin d'un système d'information contre toute menace extérieure ou intérieure. Et tout ça, c'est dans la légalité. Et donc, effectivement, on parle de valises diplomatiques, etc. J'aimerais le dire que, oui, il y avait eu un matériel d'essai qui a été rendu en France à travers cette société qui s'appelle un indicateur. C'est de l'interception légale que chaque État dans le monde entier, ils en possèdent. Et c'est pas un crime que Madagascar utilise les voies et moyens aussi pour protéger notre nation contre toute attaque extérieure ou intérieure et ou déstabilisation de notre pays. On n'écoute pas nos opposants. Et d'ailleurs, on était en période d'essai et l'ensemble des matériels n'ont pas été installés. Une grande partie ont été retournés en France et je pense que les journalistes sont bien au courant de cette affaire. À cette occasion, il a également défendu le bilan de Madagascar, bien que beaucoup d'efforts restent à faire et que les défis sont énormes. Les manifestations sur la voie publique sont désormais interdites puisqu'elles impactent la vie quotidienne de la population selon la décision de la préfecture publiée ce jour. Cependant, les événements organisés dans le cadre de la campagne électorale peuvent se faire à condition que le candidat procède à une déclaration individuelle 48 heures à l'avance. Les détails avec Fangesena Mireille. Après la manifestation de la collective des candidats dans la matinée du mardi 17 octobre à Ndavamambe, à la suite de laquelle une personne a été tuée et plusieurs autres blessés, la préfecture d'Antananarive a révisé les mesures dans le cadre du maintien de l'ordre. Les actions menées par les 11 candidats au cours des 2 dernières semaines a conduit au chaos et à la division des habitants de la capitale. Cela a eu un impact direct sur les moyens de subsistance des populations d'Antananarive et de ses environs. Dans le cadre du maintien de la sécurité, il n'est plus possible à partir de ce jour de mener des activités perturbant le quotidien des habitants, notamment en perturbant la circulation. Cependant, les divers meetings dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection du 16 novembre sont autorisés à condition que le candidat procède à une déclaration 48 heures avant la manifestation. Selon cette lettre de la préfecture, les candidats ont signé un accord pour le respect de la Constitution en étant candidats à l'élection présidentielle. Ils sont donc responsables de tout débordement, violence et autres dérives qui pourraient résulter des manifestations illégales qu'ils organisent. Et toujours en politique, le parti Liarec, par la voix de son leader Souja André, dit Khaled, condamne l'acte violent qui a entraîné le décès de Raboudoir Souvouang, une partisane TGV. Cette dernière a été heurtée par la voiture 4x4 du candidat Ravaloumanan. Selon lui, c'est une habitude de ce candidat de tuer des Malagasy. Il a ainsi rappelé ce qui s'est produit en 2002. Khaled martèle que le pays a besoin d'une stabilité
actualité. À cet effet, le collectif des candidats devrait accepter le processus électoral car déjà, ils sont venus auprès de la HCC pour se porter candidat et par la suite auprès de la CENI pour le tirage au sort des numéros sur le bulletin unique. Que ces candidats le veuillent ou pas, l'élection aura lieu à la date prévue, a-t-il poursuivi. Et dans les actualités également, 69 parlementaires de la Chambre basse ont voté pour le report de la présentation de l'ordre du jour prévu se tenir ce jour. Ils attendent la réunion du bureau permanent avant de le faire. Quoi qu'il en soit, l'examen de la loi des finances 2024 sera à l'ordre du jour de cette session selon ces députés. L'adoption de l'ordre du jour des députés était prévue se tenir ce jour au palais de Timbazaz. Mais comme nous sommes en pleine période électorale, les 69 députés présents ont voté pour un report. Ils préfèrent d'abord attendre la tenue d'une réunion du bureau permanent compte tenu de la situation actuelle. Il a été souligné que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale sera essentiellement axée sur la loi de finances 2024, comme le stipule la Constitution. L'examen de cette loi se fera, ont déclaré les députés. Même si l'Assemblée nationale est en campagne et attend la loi de finances, cela ne l'empêche pas d'examiner différentes propositions et projets, précisent les commentaires. En politique toujours, le rassemblement du TGV sur le terrain de foot de l'université d'Antananarive samedi dernier a reçu une autorisation émanant de la préfecture d'Antananarive et du cabinet de l'université, selon le député Lantra Kutumang ce jour. Cette manifestation était légale et d'ailleurs le terrain de foot peut accueillir une campagne électorale. Le conseil d'administration de l'université d'Antananarive a publié un communiqué hier disant qu'on ne peut pas organiser des manifestations politiques au sein de l'université. Ce conseil dénonce ce qui s'est déroulé samedi dernier, notamment le meeting électoral initié par le TGV du 2e arrondissement, qu'il qualifie de violation de la franchise universitaire. De son côté, la députée élue dans cette circonscription, Lantra Kutumang, a déclaré que cette manifestation a reçu une autorisation émanant du préfet d'Antananarive. Il a également obtenu une autorisation du cabinet de l'université. Toujours selon la députée, le stade d'Ankatsu fait partie des lieux où on peut effectuer une campagne. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le TGV y organise une manifestation, a-t-elle rajouté. En économie, la Turquie envisage d'augmenter jusqu'à 75 milliards de dollars les investissements des opérateurs turcs sur le continent africain, si cela était de 40 milliards de dollars actuellement. De plus, le volume des échanges commerciaux de la Turquie avec l'Afrique n'a cessé d'augmenter au cours des 2 dernières décennies grâce à la stratégie africaine de la Turquie. Cela a été évoqué lors du Forum économique Turquie-Afrique qui s'est tenu à Istanbul, en Turquie, les 12 et 13 octobre, qui a regroupé des milliers d'hommes d'affaires turcs et africains. Madagascar a été représenté par des entreprises œuvrant dans le secteur de l'énergie. Oubrassam Manan pour plus de détails. Les investissements des opérateurs turcs sur le continent africain ont atteint 41 milliards de dollars contre 5,4 milliards de dollars en 2003, selon le ministre de Commerce turc, tandis que les entrepreneurs turcs ont jusqu'à présent pris en charge 1864 projets d'une valeur de 85,5 milliards de dollars en Afrique. La Turquie envisage d'augmenter jusqu'à 10 fois plus de volume de ses investissements en Afrique, atteignant les 75 milliards de dollars selon les informations. Grâce à la stratégie africaine de la Turquie, au cours des 2 dernières décennies, le ministre a rappelé que le volume des échanges commerciaux de la Turquie avec le continent avait augmenté de 7,5 fois et de 11,3 fois avec la région subsaharienne. Il a déclaré que la Turquie a augmenté le nombre d'ambassades sur le continent à 44 et le nombre de consultants commerciaux à 32 pour développer les relations avec les pays africains. Le commissaire chargé du commerce et de l'industrie de la Commission de l'Union africaine, Albert Mouchanga, a souligné les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf, aux investisseurs turcs. Et de son côté, le ministre des Postes,
des télécommunications et de l'économie numérique des Comores a souhaité le renforcement des relations dans des domaines clés tels que la logistique, la transformation numérique et les télécommunications. 4 accords de collaboration ont été signés entre les institutions et pays africains, le ministère turc du commerce et le Conseil des relations économiques étrangères de la Turquie, ou DEİK. Le Forum économique Turquie-Afrique priorise les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de l'agro-industrie, de la santé, du tourisme et du marketing numérique. Des panels thématiques relatifs à la collaboration dans l'industrie manufacturière et l'industrie agricole, la transformation numérique en Afrique, l'évaluation de la technologie médicale, ainsi que des réunions d'affaires bilatérales, B2B et B2J ont également eu lieu durant l'événement. Madagascar a eu des représentants lors de ce forum à travers des entreprises œuvrant dans le secteur de l'énergie. Côté sport, des améliorations qui mèneront à la victoire restent la priorité pour la Fédération malgache de foot, a déclaré son nouveau président Alfred Ranjamanampsou. L'objectif est d'emmener l'équipe des Barea à la Coupe du monde de foot en 2026. L'entraîneur Roro reste l'entraîneur des Barea. La passation de service entre le nouveau président de la Fédération malgache de foot, Alfred Ranjamanampsou, et le vice-président Victorien Andjianoun s'est tenu ce jour. Malala Rakotunirain et Michel Rakoutsan pour plus de détails. Le nouveau président de la Fédération malgache de football, Alfred Ranjamanampsou, a déclaré ce jour qu'être à la tête de cette fédération lui permettra d'améliorer les résultats dans cette discipline. En ce qui concerne les Barea de Madagascar, le coach Roro reste leur entraîneur et il bénéficiera de l'appui de techniciens étrangers, a-t-il rajouté. La passation de service entre l'équipe sortante et le nouveau président s'est tenue ce jour. À titre de rappel, Alfred Ranjamanampsou a été élu grâce au vote de 14 ligues sur les 22 présentes samedi dernier. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Le président américain a affirmé ce jour que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec lequel il venait de s'entretenir, avait accepté de laisser jusqu'à 20 camions traverser la frontière pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Puis les Égyptiens vont réparer la route. Ils estiment que cela va prendre 8 heures. Je vous propose d'écouter. Il a donné son accord pour ouvrir la porte et faire 2 choses. La première, c'est de laisser passer 20 camions pour commencer. Mon ambassadeur David Satterfield est déjà sur place au Caire. Il a mon autorité pour faire ce qui a besoin d'être fait. Puis ils vont réparer la route. Ils ont besoin de combler les nids de poules pour laisser passer les camions. Ils estiment que cela va prendre environ 8 heures. L'aide humanitaire attendue par les Palestiniens dans la bande de Gaza va pouvoir commencer à transiter par le passage de Rafah à partir de l'Égypte voisine de l'enclave, ont annoncé les présidents américains et égyptiens. Des dizaines de camions remplis d'aide internationale attendaient en Égypte depuis des jours. France 24. Ces dizaines de camions qui attendent du côté égyptien vont pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Les tonnes d'aide humanitaire attendues par la population gazaoui vont pouvoir arriver au compte-gouttes dans l'enclave par le poste frontière de Rafah. Après l'accord d'Israël, le président al-Sisi a lui aussi autorisé un premier passage de l'aide lors d'un entretien au téléphone avec Joe Biden. Le président américain a pu l'annoncer à bord d'Air Force One après son départ de Tel Aviv. Il a accepté d'ouvrir le poste frontière de Rafah pour plusieurs raisons. D'abord, pour laisser 20 camions entrer pour commencer. Mais si le Hamas confisque l'aide et ne la laisse pas passer, et ne fait que la confisquer, alors cela va cesser. Car nous n'enverrons aucune aide humanitaire au Hamas. En tout, il y aurait 150 camions devant le poste frontière de Rafah. Le convoi était resté stationné plusieurs jours dans la ville voisine d'Al-Arish avant d'être autorisé à s'approcher. L'aide vient d'ONG égyptiennes, mais aussi d'organisations internationales comme Médecins du Monde et l'Organisation mondiale de la santé.
L'arrivée de l'aide va permettre de soulager un peu la population des pénuries aggravées dans le sud, où de nombreuses familles ont trouvé refuge pour fuir les bombardements ou dans l'espoir de passer la frontière vers l'Égypte. Ici, ces Gazaouis font la queue pour du carburant, mais il manque aussi de gaz, d'électricité et d'eau en raison du siège complet imposé par Israël. Le président égyptien a réitéré mercredi son refus d'ouvrir la frontière à la population palestinienne. Pour terminer, la Chine et la Russie maintiennent une coordination stratégique étroite et efficace, a déclaré mercredi le président chinois Xi Jinping à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien dans la capitale chinoise. Les volumes d'échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un pic historique selon Xi Jinping. Les détails sur France 24. Au menu des discussions, la coopération économique entre les deux pays, mais pas seulement, dans le contexte actuel du conflit en cours au Proche-Orient. Une situation de tension géopolitique dont la Russie et la Chine peuvent tirer profit, selon Vladimir Poutine. Tous ces conflits mondiaux constituent des menaces communes et renforcent la coopération sino-russe. Les deux dirigeants ont condamné l'attaque de l'hôpital à Gaza, qui a fait plusieurs centaines de morts, tout en appelant à mettre fin au conflit. À l'ordre du jour également, la guerre en Ukraine, abordée à l'abri des regards par Xi Jinping et Vladimir Poutine. Kiev vient d'annoncer l'utilisation des missiles américains Attack-MS de longue portée, livrés dans le plus grand secret. Mais selon le président russe, cela ne changera pas le cours de la guerre. Il n'y aura aucun résultat. C'est pourquoi la fourniture de missiles est une erreur. Et il n'y a rien de bon pour l'Ukraine dans ce sens non plus. Cela ne fait que prolonger l'agonie. Isolée sur la scène internationale depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie cherche à resserrer les liens avec Pékin. Critiquée aussi par les Occidentaux, la Chine appelle à l'intégrité territoriale de tous les pays, sans pour autant condamner Moscou. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.